à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des Jeudis du CNEAP, notre cycle de webinaires que vous retrouvez toutes les semaines et qui vous propose d'aborder les thématiques cœur de métier de nos établissements. Pour ce nouveau numéro, nous allons échanger sur la mise en place de la semestrialisation des BTSA qui vise à inscrire le diplôme dans le système LMD, licence, master, doctorat. Cette mise en place est possible depuis la rentrée 2022 pour les spécialités de BTSA rénovées et sur une démarche volontaire des établissements. Si cette mise en œuvre peut faire peur, sembler compliquée, elle peut aussi être envisagée comme une opportunité, à la fois pour l'établissement, mais aussi pour l'ensemble des équipes. Pour faire le point et échanger sur ce sujet, j'accueille Karine Vincent, formatrice à l'IFEAP, et Valérie Hervé, coordinatrice des BTSA TC et du bachelor marketing digital secteur vin, bière, spiritueux et produits du terroir, je crois n'avoir rien oublié, au campus ISNAP de Villeneuve-d'Ornon, un établissement du CNEAP Nouvelle-Aquitaine. Tout au long du webinaire, vous pouvez nous faire part de vos commentaires dans le chat à droite de votre écran. Comme d'habitude, on prendra un temps à l'issue de la présentation pour revenir sur les questions s'il y en a. Bien, bonjour à tous. Donc, nous sommes ensemble une demi-heure là, donc pour parler de la semestrialisation des BTSA. On y va ou on n'y va pas? Telle est la question. Alors, quels sont les enjeux et les finalités de cette semestrialisation? Alors, excusez-moi. Hop. Voilà. Les enjeux de cette semestrialisation. Donc, comme il a été dit en introduction, la volonté, c'est de pouvoir inscrire le BTSA déjà dans le système LMD, bien évidemment, et aussi que le BTSA puisse s'inscrire comme tous les autres cursus, on va dire universitaires, dans un faciliter l'inscription du BTSA dans un parcours de 3 ans pour modifier cette image de nos diplômes. C'est également à l'image de ce qui est fait dans les rénovations actuelles des diplômes du ministère de l'Agriculture, c'est d'affirmer encore plus la contextualisation des enseignements. La semestrialisation doit permettre encore plus ça que dans le système, on va dire, classique, et de renforcer encore plus l'approche capacitaire au niveau des référentiels. Valérie, toi, qu'est-ce que tu as noté comme enjeu spécifique pour les étudiants et les établissements au niveau de cette semestrialisation? Alors déjà, bonjour à tous. C'est vrai que d'ores et déjà, au bout de on n'a pas encore fini la première promo puisqu'elle sera validée en juillet 2024, mais on peut quand même commencer à tirer quelques enseignements, notamment un engagement des étudiants beaucoup plus rapide dès l'entrée en formation. Des apprentissages qui sont recentrés sur le semestre, ce qui signifie moins de discipline sur des temps plus courts. Les parcours scolaires gagnent vraiment en fluidité, notamment pour l'entrée des publics de bac pro ou des personnes éventuellement en reconversion professionnelle. Et puis, il me semble, en tout cas chez nous, des professionnels qui trouvent plus naturellement leur place au sein de nos enseignements, et notamment via la démarche de projet. Voilà pour l'instant les petites choses que l'on peut dire dans un premier temps. Alors, la semestrialisation, est-ce que c'est pour tous au même rythme pareil? Quels sont les diplômes concernés et comment? En fait, les habilitations ne sont possibles au niveau de la semestrialisation qu'au rythme des rénovations des diplômes. Donc, vous avez affiché à l'écran le rythme des calendriers de rénovation des différents BTSA du ministère. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour chaque rentrée scolaire, donc si on se situe sur la rentrée scolaire, par exemple 2025, il faudra faire la demande d'habilitation en janvier-avril de l'année d'avant. Pour obtenir une réponse de la DRAF entre avril et juin donc de l'année d'avant, 2025, de l'année scolaire d'avant, pardon, donc 2025, pour une mise en œuvre en septembre. Donc, pour la rentrée scolaire 2025, pour une mise en œuvre en septembre 2025, la demande d'habilitation se fait à partir de janvier 2025. Donc, au regard de ces échéances, Valérie,
et de ton expérience, qu'est-ce que tu conseillerais aux équipes en termes de rétro-planning concret dans l'organisation de la méthode, quoi, pour mener le projet à bien? Alors, si on s'en tient, on va le voir sur la slide suivante. Si on s'en tient à ce que tu viens de nous présenter, effectivement, en fait, on dispose généralement d'1 an et demi entre la mise à disposition définitive du référentiel et puis le dépôt du dossier d'habilitation. Alors, ce qui laisse quand même beaucoup de temps pour travailler. Si on prend l'exemple d'un BTSA rénové à la rentrée 2025, le référentiel est d'ores et déjà disponible là, ce dernier trimestre 2023. Et ce qu'on peut conseiller peut-être, c'est que l'appropriation par les équipes, elle se fasse par 3 grands groupes de documents, parce que souvent le document il est lourd à lire. Un diplôme rénové, si on dit aux équipes allez, il va falloir maintenant semestrialiser en plus en même temps, ça peut faire un peu peur. Et en fait, moi ce que l'on conseille, c'est de bien lire d'abord le référentiel d'activité pour bien définir les champs de compétences et les situations professionnelles significatives, ce qui va permettre de suite de contextualiser les situations d'évaluation. Une fois qu'on a fait ça, on va bien sûr prendre connaissance du référentiel d'évaluation et des notes de service associées, ce qui vont nous permettre de construire comme il faut les situations d'évaluation et les unités d'enseignement qui en découlent. Et enfin, bien sûr, les référentiels de formation et les documents d'accompagnement pour définir les savoirs à mobiliser et construire les progressions pédagogiques. Et là, peut-être quelque chose d'important, c'est que, à mon sens, cette progression pédagogique, elle doit être travaillée sur 2 pas de temps. Le semestre, bien évidemment, puisqu'on est en étanchéité de semestre, tu l'expliqueras tout à l'heure, mais également sur l'ensemble de la formation. Notre progression pédagogique, elle doit être cohérente sur le semestre, mais elle doit également s'inscrire de façon logique sur les 2 ans du BTS. La construction de la semestrialisation, nous on avait pris notre temps, on avait fait ça en 6 mois, mais c'est aussi parce que le BTS-TC c'était un des premiers, donc les notes de service ont été déclinées au fur et à mesure et ont été enrichies. Et puis ensuite, je trouve qu'il est bien, quand c'est le coordo qui fait le travail, de prendre 2 mois pour instruire le dossier d'habilitation. Ça permet d'y apporter quelques ajustements. Et après, comme tu l'as dit, la réponse ou les réponses draft tombent environ au mois de mai. Voilà, donc c'est vraiment comme tu l'as mis, comme on l'a mis, un rétro-planning au long cours, pour avoir du temps de réajuster. D'accord, donc la semestrialisation, donc comme je l'ai évoqué précédemment, n'est possible que pour les BTSA rénovés. Par contre, on n'a pas d'obligation finalement d'y aller dès la première année de rénovation. On pourrait très bien se dire, oh là là, non, on n'y va pas tout de suite. On va laisser passer un petit peu de temps. Déjà, il faut que les équipes s'approprient les nouveaux référentiels. On verra la semestrialisation un petit peu plus tard. Qu'est-ce que tu en penses, Valérie ? Alors oui, d'autant plus que la rénovation, on peut la commencer simplement en capacité intermédiaire, même si la rénovation, franchement, elle est sous-tendue par le regroupement des capacités en unités d'enseignement. Et donc, si les équipes choisissent de partir directement en unité d'enseignement sans semestrialiser, ce qu'on conseille, c'est vraiment de réfléchir à la semestrialisation malgré tout, c'est-à-dire la possibilité facilement de réintégrer les capacités intermédiaires des épreuves 1, 7 et 8, qui seraient à l'heure actuelle en épreuve terminale, si on reste sur le modèle classique. Donc vraiment anticiper cette chose-là, parce qu'il est fort à parier que cette semestrialisation, de toute façon, deviendra relativement majoritaire. Pour donner un exemple, je crois que 90% des BTS ATC se sont semestrialisés, public-privé confondus. D'accord, donc toi, tu conseilles plutôt quand même de réfléchir, même si on ne va pas jusqu'à la demande d'habilitation, vraiment de réfléchir cette la rénovation en équipe, comme si on y allait. Voilà. C'est-à-dire vraiment anticiper l'intégration des capacités visées par les épreuves terminales. Bien s'en saisir, bien se les approprier et se dire, tiens, si on devait les remettre dans des unités d'enseignement semestrialisées, est-ce que dans les unités que l'on construit, est-ce que ce serait possible en fait ? Et si oui, ça veut dire que la semestrialisation, elle se passera très rapidement et en toute fluidité pour les équipes. Alors justement, quels sont les grands principes de la semestrialisation au niveau du BTSA? Alors déjà, grand principe de base, c'est que justement, donc il n'y a plus
d'épreuves ponctuelles terminales, tous les blocs sont évalués en épreuve CCF. Donc, il faut déjà avoir bien ça en tête, c'est ce que évoquait Valérie précédemment. Et donc, le principe, voilà, on peut on peut avoir 4 grands principes de ce dispositif. 4 semestres répartis sur les 2 années de BTS. 4 semestres donc qui comprennent chacun donc des unités d'enseignement qui visent à l'acquisition de 1 à 5 capacités intermédiaires du référentiel. Donc pour mémoire, les diplômes rénovés de BTSA sont composés de 8 blocs de compétences et 30 capacités intermédiaires. Là, les diplômes, quelles que soient les spécialités, sont harmonisés sur ce schéma-là. Donc voilà, donc il va falloir répartir au cours de 4 trimestres des unités d'enseignement qui vont regrouper jusqu'à 5 capacités intermédiaires qui peuvent être un mélange de capacités générales et capacités professionnelles. Ces unités d'enseignement vont être évaluées au travers d'une situation d'évaluation unique. Donc, on va, au travers d'un contexte d'évaluation unique, évaluer donc les différentes capacités qui préparent à l'atteinte des capacités qu'on a citées juste avant, dans un principe d'étanchéité, c'est-à-dire que les capacités qui auront été évaluées dans une unité d'enseignement ne seront pas à réévaluer dans une autre unité d'enseignement. Et donc, il y a attribution de crédits ECTS sur chaque semestre. Alors, justement, Valérie, ces fameuses 4 semestres, comment on peut les découper ? Alors déjà, ils sont à la liberté de l'établissement, donc chacun peut les découper un peu comme il le souhaite. Alors je dirais, comme il le souhaite, il faut quand même les équilibrer et veiller à l'équilibre à la fois des UE et des charges de travail pour les apprenants et pour les équipes. On y reviendra un petit peu par la suite. Mais surtout, un gros point de vigilance sur le semestre 4, car pour l'instant, je vous ai mis ici sur la slide l'extrait de la fac de chlorophylle. Eh bien, ce semestre 4 se terminera de toute façon au 15 mai. Dans la mesure où les remontées des dernières notes devront être faites sur le même outil que les BTS non semestrialisés. Donc ça, bon, c'est jouable, voilà, ça se passe, mais il faut l'anticiper, car si on ne l'anticipe pas et que l'on considère que le semestre 4, semestre où normalement les jeunes sont les plus matures dans les apprentissages, eh bien on garde trop d'unités d'enseignement ou des unités trop conséquentes, eh bien les masses horaires de cours ne passent plus, quoi. Donc c'est vraiment pour l'instant, c'est une vigilance à avoir. Voilà, sur laquelle on est contraint. Dans ces coupages. Oui. Alors, je vous ai parlé des unités d'enseignement avec un principe d'étanchéité de ces unités d'enseignement. Alors, on va revenir dessus. En fait, étanchéité, oui, sauf pour quatre capacités en fait du tronc commun du BTSA, qui concerne finalement la capacité liée à l'éducation physique et sportive, la capacité liée à l'accompagnement du projet personnel et professionnel, la capacité au niveau des langues vivantes et la capacité au niveau de l'EIL, donc qui est le nouveau terme pour les 1000. Donc là où il y a possibilité en fait d'étaler les enseignements tout au long des 4 semestres. Grand principe des unités d'enseignement, il faut avoir entre 2 à 4 unités d'enseignement par semestre. Donc, je vous l'ai dit, 1 à 5 capacités intermédiaires par UE et le principe d'étanchéité, ce qui peut donner quelque chose de cet ordre-là de façon plus schématique. Vous voyez, au premier semestre, ici, dans ce tableau, on a 3 unités d'enseignement qui sont données. L'unité d'enseignement numéro 1, en fait, va préparer à l'atteinte de la capacité C1.1 du bloc 1. L'unité d'enseignement 2 va préparer à l'atteinte des capacités C4.1, C6.4, C7.1.
Et puis, l'unité d'enseignement 3 aux deux capacités C8.1, C8.2 du bloc 8. Donc, vous voyez, on peut avoir un mixage entre les capacités générales et capacités professionnelles, ou choisir des unités d'enseignement uniquement sur la partie pro aussi dans ces unités d'enseignement. Au niveau des situations d'évaluation, puisque je vous ai dit que une unité d'enseignement était sanctionnée, entre guillemets, par une situation d'évaluation. Donc, c'est une situation d'évaluation unique par rapport à son contexte et son support, qui permettent de valider les différentes capacités intermédiaires. On aura une grille d'évaluation par capacité intermédiaire. Pour rappel, mais ça maintenant, c'est valable à la fois pour le bac pro, enfin pour toutes les nouvelles rénovations. Les critères de ces grilles d'évaluation sont prescriptifs dans les notes de service et dans les référentiels. Les indicateurs sont à la liberté des équipes. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit, à chaque fin de semestre, on attribue des crédits ECTS qui sont des équivalences dans le système LMD. Voilà. Pour obtenir le BTSA, il faut avoir obtenu, pour obtenir le BTSA, donc il faut avoir une note donc de bloc, et donc c'est la moyenne des notes obtenues pour chaque capacité intermédiaire. Et les notes sont connues au fur et à mesure que les épreuves CCF passent. Lorsque chaque capacité intermédiaire est évaluée. Donc, l'étudiant a possibilité de savoir où il en est au fur et à mesure de son semestre sur l'obtention du BTSA. Valérie, comment on peut s'y prendre justement maintenant pour concevoir ce fameux parcours de formation semestrialisé? Qu'est-ce que tu conseillerais aux équipes? Alors, nous, on est parti des préconisations des différentes cibles qu'on a eu la chance de suivre au démarrage, en fait, de cette rénovation de BTS et au démarrage des dispositifs de semestrialisation. Et le conseil que l'on a suivi, c'était vraiment de partir des situations d'évaluation, parce que ce sont elles qui, en fait, vont tirer ensuite les enseignements. Et de coupler systématiquement les situations d'évaluation avec les temps forts. Ça veut dire qu'en équipe, en fait, il va être important de sélectionner les temps forts que nous souhaitons conserver et de les associer étroitement. Un temps fort, ça doit être comme un élément central, en fait, d'une situation d'évaluation. Ce qui va être intéressant, parce que je rappelle que l'approche, elle est capacitaire. Donc, en fait, plus le vécu des apprenants va être sollicité, plus le contexte de la situation d'évaluation va s'appuyer sur le vécu de l'apprenant, plus on va développer sa capacité d'agir, ce qui est vraiment ce que l'on souhaite dans l'approche capacitaire. Donc, une fois qu'on a défini ces couples temps forts et situations d'évaluation, on va pouvoir décliner ensuite les savoirs à mobiliser et donc construire les unités d'enseignement. Ce qui seront, comme tu l'as très bien rappelé, les regroupements de capacités intermédiaires. Prendre en compte la progressivité des enseignements aussi. Au semestre 1, voilà, on a une majorité de nos jeunes qui sortent du bac, qui n'ont pas aucune maturité professionnelle, sauf peut-être les bacs pro. Il faut vraiment le prendre en compte. On a des publics très divers. C'est important. Et puis, bien sûr, faire des liens identiques, la même démarche sur les situations de pluri. Alors, des points de vigilance peut-être. Bon, là, je l'ai synthétisé par rapport à tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent. La maturité des apprenants au premier semestre, la charge de travail entre les semestres. Peut-être appuyer sur le positionnement des périodes en entreprise. Elles sont vraiment au service des capacités. Ça signifie qu'il va falloir rédiger de façon extrêmement soigneuse et précise l'annexe pédagogique des conventions de stage, comme le livret d'apprentissage si on a des jeunes en apprentissage, ainsi que le plan stratégique de formation. Ces temps en entreprise, je dirais qu'ils sont encore plus importants qu'ils ne l'étaient pour moi, puisque c'est là que l'approche capacitaire va vraiment pouvoir s'exprimer de façon optimale. Et puis après, comme tu l'as dit, répartir les crédits en suivant la note de service et les exigences qui nous sont demandées. Pour les équipes, peut-être des points de vigilance importants, ça va être la répartition des charges de travail intra- et interfilières. Alors, intra-filière,
Nous, on n'a pas noté de gros déséquilibres, on est à moyen constant. Les dotations, du coup, ne sont pas du tout touchées par le dispositif de semestrialisation ou de rénovation. Donc, je dirais globalement, ça s'est plutôt bien aligné sur les semestres, il n'y a pas eu de gros déséquilibres. Par contre, le dispositif de semestrialisation, il faut faire attention dans des établissements qui ont plusieurs niveaux, et il ne s'agirait pas de déstructurer l'établissement au service de la semestrialisation. Si on a des collègues qui sont en transversale sur les 4e, 3e, sur les bacs pro, sur les BTS, je sais qu'une des tentatives, c'est de se dire, on va tout semestrialiser. Mais en fait, c'est pas la même semestrialisation. C'est pas parce qu'on va passer les périodes d'évaluation des bacs pro, par exemple, en semestre, qu'on va régler le problème. Parce que la contrainte des plannings, elle est liée à l'étanchéité des semestres. Et cette étanchéité de semestre, on ne l'aura qu'en BTS. Les autres niveaux de formation ne sont pas du tout programmés pour cela. Donc ça, c'est vraiment un point important. Le deuxième point important, c'est l'évaluation. Et là, franchement, on conseillerait à tout le monde de resuivre Capéval ou de le suivre, qu'on soit jeune prof ou comme moi un peu vieux dans le système. Psychologiquement, alors on est à moyen constant, on a toujours les mêmes masses horaires disciplinaires. Par contre, elles sont réparties entre différentes capacités intermédiaires qui ne sont pas forcément sur le même semestre. Donc on a l'impression qu'on court après le temps, que les périodes sont très courtes. Ce qui fait que ça a un impact sur notre rythme d'évaluation formative et on a parfois du mal à s'obliger à les insérer en fait. Et je trouve que Capéval permet de redonner des pistes, peut-être de redonner des outils que l'on n'utilise plus, auxquels on ne pensait plus, et qui vont permettre de lever cette petite difficulté de prendre le temps d'évaluer. Si on n'évalue pas de façon formative, déjà que le semestre passe vite, le jeune, il n'a pas forcément le temps de se repérer et de réagir si toutefois il y a souci. Voilà, et puis dans le cadre au niveau de l'établissement, penser quand on le peut à donner du sens aux yeux dans un contexte local. Nos établissements ont besoin de s'ancrer dans leur territoire, et je dirais aujourd'hui encore plus qu'avant. Et donc ces unités d'enseignement avec les contextes d'évaluation nous permettent de nous rapprocher des professionnels et de les faire entrer dans l'évaluation aussi, bien sûr. Concrètement, peux-tu nous dire comment tu t'y es pris avec ton équipe en 1 minute, parce que je vois que le temps passe. T'inquiète, je regarde le temps qui passe. Bon, là, on va pas détailler la slide parce que tu as déjà détaillé toutes les étapes, donc je laisse le soin aux personnes de relire. Nous, on a pris notre temps, hein, on a commencé en avril 21, on a terminé en mars 2022, je crois que j'ai dû déposer le dossier début avril. Simplement, peut-être dire que les réunions, pour ne pas lasser les équipes, elles doivent être sous différents formats, qu'il est super important de toujours prévoir du travail à faire pour la prochaine échéance, de façon à ce que chacun voit le travail avancer. Que le pilote de tout ça doit centraliser les productions et peut-être refaire des documents de synthèse pour que chacun prenne bien conscience de la globalité du dispositif. Et puis, merci aux outils Chlorophylle qui sont très performants. Vous avez vraiment largement ce qu'il faut pour travailler, qui a été donné par l'inspection, enfin voilà, par tous les collègues qui ont travaillé là-dessus, et ce qui nous permet en plus de s'approprier, de personnaliser des outils pour chaque équipe en fonction de leur façon de travailler. Quelques petits points, petites astuces là par rapport à la communication liée aux UE, par exemple. Quelques petites astuces, oui, les nommer, penser à la communication. Alors, communication écrite sur les flyers quand on communique sur nos contenus de formation. Hein, nos publics, c'est pas des spécialistes de l'ingénierie de formation. Donc, nous, on les a retravaillés de façon à ce qu'elles soient, j'espère, compréhensibles. Ensuite, bon, les crédits européens, c'est certainement ce qu'on fait un petit peu à la fin, mais bien respecter les répartitions qui nous sont demandées. Sachant que voilà, on a 30 crédits par semestre, on doit respecter les 40 crédits tronc commun, 80 capacités professionnelles, avec une tolérance de plus ou moins 10% sur cette répartition tronc commun et capacité pro. Un crédit, on a remis ici la définition du process de Bologne, c'est à peu près 25 à 30 heures de travail de l'apprenant. Mais attention, c'est pas uniquement 25 ou 30 heures en face à face. C'est le temps de travail que l'on estimerait nécessaire à l'élève ou à l'étudiant pour réussir à son évaluation et valider ses apprentissages. Alors là, évidemment, on est en forte distorsion avec les jeunes, hein, parce que entre ce que l'on estime nous et ce qu'ils font eux,
Voilà, donc pour calculer les crédits, vraiment prendre en compte ce que nous, professionnels, on estimerait nécessaire pour que le jeune aboutisse à la réussite. Alors, si on en vient sur le dossier d'habilitation, donc je ne vais pas m'apesantir sur les différentes phases, mais bon, il faut savoir que le dossier d'habilitation, c'est un formulaire en ligne à remplir avec des annexes à joindre. Vous voyez les différents éléments. Valérie, est-ce que tu peux partager avec les personnes qui sont avec nous quels sont les points de vigilance à avoir au moment de la formalisation du dossier et surtout, on sait que c'est un gros travail. À quoi on peut s'attendre en termes de réponse? Alors, c'est un gros travail, mais si on a bien travaillé avant, c'est un travail qui est en fait très simple. L'outil, il est vraiment facile d'accès. Ça ne demande aucune compétence informatique. Il marche très bien. Par contre, on a quelques surprises quand on arrive au contrat de parcours personnalisé, parce qu'à l'époque, donc au début de la semestrialisation, en fait, ce document n'existait pas réellement. Et donc, on était tous très contents d'avoir bien avancé sur notre dossier. Et puis, patatras, mince, un contrat de parcours personnalisé à rédiger et à construire. Donc, c'est des contrats de parcours personnalisés en mode redoublant, hein, c'est-à-dire que ça va être pour des étudiants qui ont déjà validé des semestres, des sportifs de haut niveau, des personnes en situation de handicap, etc. Alors, ce contrat, nous, on en a construit un, je le laisse à disposition de qui veut, il est largement perfectible. Je ne sais pas si depuis il a été établi un document officiel, j'ai pas regardé. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut s'apesantir un petit peu et ne pas oublier l'attestation, la validation par le conseil d'administration, qui peut être fait largement en amont, hein. Dès que l'équipe a décidé de semestrialiser, le conseil peut faire ce document. C'est souvent ce qui manque dans les dossiers. Si vous êtes en mixité, vous aurez 2 instructeurs de votre dossier, une personne qui l'instruira pour la formation initiale scolaire et une personne qui l'instruira pour les apprentis. Et auquel cas, pour l'apprentissage, bien penser à mettre le plan stratégique de formation. Et après, généralement, c'est oui en grande majorité. La première réponse est non, parce qu'il y a toujours des petits détails qu'on n'a pas forcément calés. Surtout que nous, c'était le début. Mais au mois de juin, généralement, si on a bien bossé, l'habilitation est acquise pour 5 ans. Super. Justement, Valérie, est-ce que tu peux témoigner sur ceux qui se sont lancés et qu'est-ce qu'ils disent de cette semestrialisation, à la fois du côté apprenant, équipe, établissement? Donc là, tu veux savoir si on est content, en fait, d'y être allé. Voilà, tu as au niveau de l'ISNAM, mais tu as aussi accompagné d'autres établissements. Donc, généralement, les établissements, alors déjà dans l'ancienne expérimentation, les collègues étaient très contents, les étudiants également. Et si on croise les établissements qui sont déjà allés en semestrialisation au-delà de nous, ils voient au niveau des apprenants, alors on va pas reprendre tout ce qu'on a dit, mais les apprentissages par l'approche capacitaire qui ont trouvé du sens, un engagement plus rapide dans la formation dès le démarrage de la formation, ce qui signifie moins de décrochage scolaire également. Les étudiants qui doutent, vous savez, on en a toujours en début de formation, et qui du coup font douter les autres. Eh bien, ceux-là, on en a de moins en moins. Et comme tu le disais tout à l'heure, le fait de voir les notes qui arrivent au fur et à mesure et qui complètent les blocs permet à la fois aux jeunes de voir comment et s'il va vers la réussite, et permet également au prof principal ou au coordo de mieux réguler sa progression. Et pour beaucoup d'établissements avec lesquels je suis toujours en lien, on a des décrochages scolaires qui sont ainsi évités, notamment parfois au niveau des publics qui viennent avec des mentions complémentaires, voilà, ou des niveaux en enseignement général un petit peu faibles. Au niveau des équipes, ça a réinjecté du collectif, hein, ça c'est sûr, dans notre façon de travailler. Ça nous a permis de nous renouveler aussi sur nos méthodes pédagogiques, ce qui est toujours intéressant à un moment donné d'avoir un nouveau défi et de rebondir. Ça nous a permis d'avoir une professionnalisation accrue, peut-être des collègues qui n'étaient pas forcément en lien avec la profession en lien direct, qui le sont via les démarches de projet. Et puis au final, si on prend un peu de hauteur, on s'aperçoit que ça nous renforce et ça nous facilite l'accès aux 5 missions de l'enseignement agricole. Ça nous permet d'y rentrer de façon peut-être plus naturelle que via les anciens référentiels. Au niveau de l'établissement, là c'est très clair, hein, c'est pour ceux qui ont des BTSA et des Bac plus 3, mais c'est vraiment d'inscrire le BTS comme sécurisation de parcours, d'un parcours 3 ans. Chez nous, ça a totalement dynamisé le développement des Bac plus 3. Et je crois que, j'aime pas le terme, mais c'est ce qu'il faut qu'on vende, en fait.
Ça va permettre de renforcer aussi nos liens avec le territoire si besoin, et puis d'ouvrir aux mobilités académiques. Donc là, si j'ai encore 30 secondes, je fais un petit point là-dessus. Les étudiants deviennent de plus en plus demandeurs de semestres à l'étranger, et lorsqu'ils parlent à leurs collègues qui sont à la fac ou dans d'autres écoles, que ce soit des écoles souvent privées, ils ont toujours leur semestre à l'étranger ou leur stage à l'étranger. Et je trouve important, même si au départ ça va peut-être être un peu compliqué de mettre en raccord les plans d'évaluation, je trouve intéressant de communiquer sur le fait que voilà, vous avez maintenant, par le système LMD, la possibilité d'aller faire un semestre Erasmus en Italie, en Espagne, enfin, voilà, en Europe. Et ça va peut-être nous permettre justement d'avoir une promotion. Merci Valérie. Alors, ouais, donc du coup, c'est pas le tout. Là, on voit, c'est bien, il y a la cuisine interne de l'établissement, elle met en place la semestrialisation, mais qu'est-ce qu'on va dire aux familles, qu'est-ce qu'on va dire aux étudiants pour le vendre, cette semestrialisation? Quelle plus-value on va donner par rapport à un autre diplôme, du coup? Quels sont les éléments de langage ou les mots-clés que tu voudrais donner aux établissements pour leur communication? Ouais, compliqué de communiquer des dispositifs d'ingénierie de formation à nos publics. Donc, en réfléchissant, c'est vrai qu'on va pouvoir mettre en place des éléments de promotion en montrant que c'est un dispositif qui est très favorable à la réussite scolaire de l'élève, enfin de l'étudiant, par le biais de la pédagogie de projet, par le biais qu'il soit acteur dans cette approche capacitaire, que cela va contribuer à sa réussite scolaire. Et puis, ben, comme on le disait depuis le début de ce webinaire, vraiment l'inscription de nos BTS dans des parcours en 3 ans, on est face à des difficultés conjoncturelles, voire malheureusement structurelles qui se font jour pour stabiliser nos recrutements et peut-être gagner en visibilité, vendre ces parcours 3 ans que vendent en fait nos concurrents, hein, ce serait peut-être une bonne chose. Et les promouvoir par justement cette réussite et cette pédagogie. Et pour terminer, ben c'est vrai que nous, on est rentré en semestrialisation tout en rentrant en mixité de public. On a fait les deux en même temps. Et sincèrement, je me demande si c'est pas une perspective positive pour nos établissements dans l'avenir, qui permettrait de stabiliser nos recrutements et de pérenniser nos formations de BTS. Voilà, je te repasse le micro, Karine. Merci. Bien, merci Valérie pour ces éclairages et puis surtout ce partage d'expérience. Donc nous allons répondre à vos questions. Mais si vous souhaitez que votre établissement soit accompagné dans la réflexion, n'hésitez pas à contacter l'IFEAP et donc moi en l'occurrence pour voir ce qu'on peut mettre en place ensemble en termes d'accompagnement. Merci Karine, merci Valérie, c'était éclairant et c'est vrai que ça ouvre des portes très intéressantes pour nos formations du supérieur. Alors, il y a quelques questions. Je vais commencer par une double question d'Antoine qui voudrait savoir quelles sont les personnes du SRFD qui étudient et qui apprécient les dossiers d'habilitation de la semestrialisation et selon quels critères sont rendues les décisions. Donc ça, c'est la première partie de la question et ça se couple avec une autre question qui est la suivante. Quel conseil donner à une équipe pédagogique qui a été presque à moitié renouvelée, en particulier les enseignants des matières professionnelles, le coordinateur, le responsable de l'enseignement supérieur, pour se relancer dans un dossier d'habilitation à la semestrialisation après un refus difficilement compréhensible lors de la première demande. Donc voilà, il faut aussi se dire que c'est pas parce qu'on présente un dossier qui passe et qu'on reçoit l'habilitation. Donc là, c'est le cas. Donc voilà cette double question, les deux étant liés à mon avis. Donc la première, qui au SRFD étudie le dossier d'habilitation et selon quels critères? Ben, en fait, on a les noms. Ouais, on a les noms dans les réponses à notre dossier d'habilitation. Logiquement, vous devez savoir qui instruit votre dossier. Voilà, en l'occurrence, nous, on avait donc deux personnes avec qui on pouvait dialoguer d'ailleurs via la messagerie de l'outil d'habilitation. Et c'est un dialogue sur lequel les réponses sont assez naturelles et rapides. Donc déjà, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi l'établissement n'a pas eu ces deux personnes qui ont été nommées et qui sont identifiées. Hein. Le ou les deux, parce que ça dépend s'il y avait une mixité de public en même temps. La deuxième chose,
donc la deuxième partie de la question maintenant, parce que le SRFD, normalement, voilà, donne les noms. Ah oui, pour redonner, donc représenter un dossier d'habilitation, mais normalement, les conseils pour les motifs de refus sont explicitement écrits sur la feuille que l'on reçoit, c'est-à-dire qu'on reçoit un courrier sur lequel sont notifiés les motifs de refus de façon extrêmement claire. Et en lien avec ce dossier d'instruction de la DRAF, on reçoit généralement, enfin nous on l'a reçu en tout cas et les collègues également, un document de préconisation de l'inspection concernant les situations d'évaluation qu'on a présentées. Donc là, il faudrait en savoir un peu plus en fait sur les motifs de refus pour pouvoir répondre plus précisément. Mais logiquement, les motifs de refus sont vraiment extrêmement clairement énoncés. Alors, moi, j'ai et la plupart du temps, c'est par rapport à ça. Voilà. C'est souvent par des notes de service qui n'ont pas été respectées. Alors après, il peut y avoir malheureusement dans d'autres territoires, peut-être d'autres, parce que si je comprends bien la question, peut-être d'autres raisons, mais qui ne sont pas liées à l'établissement lui-même. Et est-ce qu'un dossier d'habilitation déposé, refusé, a une seconde chance, ou est-ce qu'il faut repartir de zéro? Oui. Et redéposer un dossier? Non, il faut le modifier. Non, on peut totalement modifier le dossier qui a été instruit. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais rien n'est gravé dans le marbre. Hein. On a l'habilitation pour 5 ans, mais on peut totalement y apporter des modifications. Si elles sont mineures et qu'elles ne touchent pas aux unités d'enseignement, on fait des avenants via le PAJ, et on peut apporter des modifications majeures, c'est-à-dire modifier des constructions d'unités d'enseignement en switchant, par exemple, des capacités intermédiaires. Et dans ces cas-là, on va venir modifier les éléments du dossier que l'on a. Parce que si vous voulez, le dossier, on le garde en ligne, en fait. Il est dans notre espace de l'outil. On le garde pour 5 ans, donc on y a accès quand on veut. Une autre question. Le tout CCF ne va-t-il pas servir à des diplômes maison? Effectivement, chaque établissement prépare ses CCF. Du coup, ça peut donner une coloration. Est-ce que cette formule-là ne peut pas entraîner l'établissement de diplômes un peu maison apparenté à tel ou tel établissement? En fait, oui et non, mais est-ce que c'était pas déjà le cas sur déjà le modèle CCF? Parce que bon, on observe quand même des différences substantielles de résultats CCF malgré les contrôles a posteriori. Donc je pense que ça, c'est effectivement une crainte qui est totalement légitime et naturelle et qui ressort dans toutes les équipes. Même à l'ISNA, on a cette crainte-là. Mais au final, les situations d'évaluation, les UE sont tellement disséqués par l'inspection et par la DRAF que j'imagine qu'eux-mêmes ont une vision d'ensemble qui leur permet d'ajuster et de valider un petit peu l'équité, mais de toute façon qui n'en sera jamais une, mais l'équité entre les établissements. Et je rajouterais que le fait que les critères d'évaluation soient maintenant vraiment prescrits, ça limite quand même les disparités, peut limiter les disparités entre établissements parce que l'exigence et le degré d'exigence est donné dans les critères, quoi. Hein, donc on tend vers ce qui est fait finalement en formation continue, hein, dans les certifications de formation continue avec des jurys d'évaluation qui ne sont pas des jurys nationaux, mais des jurys menés par les OF et où on donne des certifications quand même qui ont une valeur nationale. Hein. Donc après, c'est aussi la responsabilité des jurys internes aux établissements de bien prendre conscience de cette responsabilité aussi. Concernant l'arrêt des remontées des notes qui se fait mi-mai et donc l'impression que ça peut créer un déséquilibre entre les semestres. Donc, comment faire pour limiter ce déséquilibre? Et je couple cette question avec une autre question qui est la suivante. Comment motiver les apprenants au-delà du 15 mai du deuxième semestre? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les référentiels, donc on est à moyen constant, mais la répartition horaire n'est pas imposée. C'est-à-dire que chaque professeur va indiquer la masse horaire qu'il souhaite pour valider une capacité, pour former les étudiants et valider ensuite la capacité intermédiaire. Donc déjà, ça c'est c'est un facteur de variation qui va nous permettre vraiment de nous ajuster en fait au semestre que l'on propose. La deuxième chose, et là on rentre un petit peu dans le détail, mais si vous regardez la grille horaire, il n'y a plus de répartition entre cours et TD. C'est-à-dire que, vous savez, avant, on était contraint de faire tant d'heures de cours classe entière et puis tant d'heures de TD, etc. Là, on a un deuxième facteur de variation favorable qui nous permet d'ajuster
par rapport aux capacités intermédiaires. Donc déjà, il faut ajuster la masse horaire que l'on va dispenser en face à face par semestre. Et bien penser que le semestre 4, imaginons, nous, généralement, on finit le semestre 3 et le semestre 2 mi-janvier ou la 3e semaine de janvier. Ça veut dire que le semestre 4, effectivement, va être un petit peu réduit. Et bien, à nous de ne pas prévoir trop de situations d'évaluation, mais plutôt de construire des yeux qui vont regrouper plusieurs capacités intermédiaires. Nous, c'est comme ça qu'on a fait. Maintenant, les deuxièmes années ne sont pas encore validées, donc on n'a pas encore vécu ce fameux semestre 4. Mais globalement, entre guillemets, on a fait passer au préalable tous les modules généraux, ce qui fait qu'il reste majoritairement des capacités intermédiaires professionnelles. Et j'ai l'impression que tout va bien se passer. Et après, au-delà du 15 mai, mais là, c'est de la responsabilité. Je n'ai pas la réponse. J'en ai longuement discuté avec plusieurs chefs d'établissement. Que faire des étudiants, sachant que les professeurs auront, entre guillemets, consommé leur dotation, sachant que les jeunes, après le 15 mai, ils savent très bien qu'il ne se passe plus rien et les mobiliser sur d'autres activités, sans langue de bois, financer comment, les mettre en stage, mais la formation a déjà... Enfin, au 15 mai, ils sauront s'ils ont ou pas le BTS, même si le décret ne leur attribuera qu'au mois de juillet. Donc, c'est une vraie question, ça. Et j'ai pas la réponse, pour l'instant. Et c'est finalement un vide juridique qu'a noté le ministère, mais qui, pour l'instant, ils cherchent à solutionner, mais pour l'instant, ils ne savent pas comment le solutionner, quoi. Ça reste à inventer. Ouais. Alors, une autre demande de précision pour avoir des détails supplémentaires sur l'emploi du temps et sur les changements en cours de semestre. Je vois pas comment on peut avoir un emploi du temps fixe sur une semestrialisation dans la mesure où les capacités intermédiaires et donc les disciplines changent de semestre à semestre et où en plus il y a une démarche de projet qui est vraiment accrue. Sur les emplois du temps, ce qui va peut-être être important, c'est de communiquer les disciplines aux étudiants. C'est-à-dire que d'éviter le jargon semestrialisé. Nous, on a mis sur les emplois du temps, en fait, les disciplines, les entrées disciplinaires, économie, communication, commerce, technique, etc. De façon à ce que les jeunes puissent se l'approprier, ce fameux emploi du temps. Et ensuite, on donne un document de synthèse, en fait, le même document de synthèse et le même document de travail aux équipes et aux étudiants, de façon à ce qu'ils aient une visibilité globale sur le semestre à part entière, avec les semaines d'évaluation, avec les temps forts, avec toutes les informations qui pourraient leur être nécessaires. Alors, on arrive au terme des questions, mais aussi au terme de notre temps de webinaire. Alors, du coup, je vais vous rappeler, déjà vous remercier, et puis vous rappeler à tous la tenue des prochains jeudis du CNEAP. Donc, le 30 novembre prochain, on abordera le Printemps des internes 2024, la 3e édition du Printemps des internes, avec un horaire un petit peu exceptionnel puisque ce webinaire se déroulera de 14h à 14h45, l'objectif étant de permettre au plus grand nombre des personnels de vie scolaire de pouvoir se joindre à nous pour ce webinaire. Donc, rendez-vous la semaine prochaine à 14h. Et ensuite, on reprend le rythme normal avec le 7 décembre, un webinaire à 17h consacré aux tablettes numériques et l'intérêt que ça peut avoir au niveau pédagogique. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous remercie pour votre présence. Merci Valérie, merci Karine et à très bientôt.